Vendredi 24 mars 2017, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Ezaï TV. C'est l'heure du journal, dont voici le sommaire. Les forces Corée pour un Bénin émergent, le parti communiste du Bénin PCB et le parti pour la libération du peuple PLP sont allés à la rencontre du président de la Cour constitutionnelle Théodore Olo pour exprimer leur inquiétude sur le projet de loi constitutionnelle. Célébration ce jour des 20 ans de contribution à la lutte contre la faim et la pauvreté en milieu rural sous l'égide de Mathis Adiyatou, ministre de la fonction publique et des affaires sociales. 136e numéro de Café Média Plus tenu ce jour à la Maison des médias. Les eaux usées domestiques au Bénin sont au cœur des échanges. À nouveau, bonsoir. Soucieux du projet portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990, les forces Corée pour un Bénin émergent, le Parti communiste du Bénin et le Parti pour la libération du peuple ont constitué une délégation qui a rencontré le président de la Cour constitutionnelle Théodore Olo afin d'exprimer leur inquiétude sur le projet de loi constitutionnelle soumis à la représentation nationale. On les écoute à leur sortie d'audience. Nous sommes venus, groupe d'organisation, le PCB, le PLP et l'Alliance FCBE, dans le cadre de la tournée que nous avons initiée, le tour que nous voulions faire des personnalités et des institutions. Bon, aujourd'hui, ça a été le tour de la Cour constitutionnelle. Nous avons exprimé nos préoccupations par rapport à la situation qui prévaut, notamment par rapport aux lois qui sont en train d'être adoptées et qui sont en préparation au niveau du Parlement, où nous avons décelé des normes liberticides. Nous avons exprimé aussi nos préoccupations pour la révision de la Constitution, notamment la procédure. Je dois rappeler que nous sommes venus en tant que délégation du Front pour un sursaut patriotique. Donc c'est dans ce cadre effectivement que nous sommes venus voir le président de la Cour constitutionnelle. Vous savez, quand le pays est en danger, tous les fils qui aiment leur pays, quelles que soient leurs divergences, se mettent ensemble pour sauver le pays de ce danger. Donc c'est dans ce cadre effectivement que nous avons mis sur pied le Front pour le sursaut patriotique. Nous avons décidé, face au danger que court le pays avec les lois liberticides que met en place le président Patrice Talon, face à la révision de la Constitution, qui est un projet dictatorial, despotique, qui veut faire passer à marche forcée à l'Assemblée nationale, nous avons décidé de prendre à témoin toutes les personnalités, toutes les autorités de ce pays, afin que chacun puisse jouer sa partition, parce que nous sommes convaincus que demain, l'histoire demandera des comptes à chacun d'entre nous. Au regard de ce que nous avons entendu, au regard des explications que nous avons reçues de la part du président de la Cour, que les lois liberticides que nous sommes en train de dénoncer ne vont pas créer de problème à ce pays. Nous espérons, c'est vrai, ils ont l'obligation de réserve. Ils ne peuvent pas prendre position, se prononcer ouvertement sur les doléances. Mais nous avons reçu du sage conseil. Les voies de recours que nous devons exploiter pour nous faire entendre, on nous a rappelé tout ça. Et nous estimons que si éventuellement notre voix ne porte pas à l'Assemblée nationale, nous pouvons nous rabattre sur la Cour, la saisir pour avoir gain de cause. Nous avons compris que nous avons une démocratie qui bouge et nous autres, au PLP, en tant que jeune parti, animés essentiellement par des jeunes, nous sommes en train d'apprendre aux côtés de ces aînés. Je suis très heureux, comme je l'ai dit hier déjà avec le président Théodore Olo, à qui j'avais passé les témoins, effectivement, avant l'ouverture de la conférence nationale. Je suis heureux aussi, comme j'ai dit à Olo tout à l'heure, au président Olo, qu'il fait partie du collège des constitutionnalistes, qui après la conférence nationale, on avait mandaté pour aller écrire l'avant-projet de la Constitution, qui va régir notre nation. Ce que nous avons dit aujourd'hui, c'est sur 3 points, rapidement. Nous avons constaté, je l'ai rappelé, nous l'avons rappelé au président Olo, qui est un constitutionnaliste émérite connu, les principes qui ont guidé non seulement la révision de la rédaction de la Constitution qui est là et qui nous a entraînés jusqu'au référendum, mais surtout il y a les fondamentaux qu'on ne doit pas toucher. Parmi ces fondamentaux, on connaît déjà les fondamentaux
la laïcité de l'État, l'intégrité territoriale, la forme républicaine de tout ça, il y a un principe qui, depuis 2011, est venu s'ajouter. C'est le principe que le consensus est érigé en valeur constitutionnelle. C'est pour sauver ce que nous avons vécu à la conférence nationale. Et il est d'accord avec nous. Mais ce qui est le plus important, c'est de lui rappeler que les lois liberticides qui vont peut-être lui parvenir contiennent des dispositions qui vont déstabiliser la nation béninoise et qui concentrent le pouvoir dans la main d'une seule personne. Mais à la conférence nationale, si on avait fait comme ça, honnêtement, on ne serait pas là. Toujours projet de révision de la Constitution de décembre 1990 comme point sensible développé au cours des échanges de la première session ordinaire du Conseil économique et social pour le compte de l'année 2017. Ces différents conseillers disent non à l'initiative de suppression de cette structure étatique annoncée dans la nouvelle Constitution. On écoute Augustin Tagwebian, président du Conseil économique et social, pour plus de détails. Le projet de révision constitutionnelle suggère contre toute attente la suppression pure et simple du titre 7 de la Constitution, titre consacré au Conseil économique et social. Cette volonté de suppression du Conseil économique et social, manifestée par le gouvernement, appelle de nous quelques observations qui visent simplement à rappeler, s'il en était encore besoin, que le Conseil économique et social a toujours été l'une des plus importantes institutions dans les grandes démocraties du monde. La question de l'utilité du Conseil économique et social est de nos jours une problématique dépassée et ce n'est pas dans un contexte de regain de vitalité et de visibilité au plan national et international que notre CS, que le gouvernement prendrait l'initiative de sa suppression. En tout état de cause, pour son développement, notre pays a besoin de toutes les catégories sociales, de toutes les composantes socio-professionnelles de notre pays. Nous avons pu examiner plusieurs dossiers importants au cours de la présente session. Nous avons également adopté mon rapport d'activité au titre de l'année 2016. À cette occasion, vous avez fait preuve, chers collègues, d'un esprit constructif en apportant votre contribution, tant en la forme qu'au fond du document qui rend compte de ma gestion pour le compte de l'année écoulée. Je réitère mon engagement à me battre afin que notre institution participe au mieux au développement de notre pays. Chers collègues, au cours de la même session, nous avons poursuivi, surtout en commission, les travaux relatifs au sujet d'autosaisine sur des problématiques aussi importantes que les enjeux de l'économie numérique en termes d'emploi des jeunes au Bénin. Les impacts de la pollution des cours d'eau sur la biodiversité et la santé humaine, l'accès des personnes en situation de handicap au monde du travail. Le point des travaux en commission a été présenté en plénière. Enfin, nous avons adopté le procès-verbal de la deuxième session extraordinaire de l'année 2017. Les eaux usées domestiques du Bénin, enjeux, défis et perspectives, c'est le thème choisi pour le second panel du 136e numéro de Café Média Plus, ayant pour invité Salifou Cissé, assistant technique de la mission Pugému à la SONEB, et Aura Biokou de la cellule de communication du Partenariat national de l'eau. Eau, source de vie est au centre des discussions de ce 136e numéro de Café Média Plus. Pour rester en phase avec le thème de la célébration de la 25e journée mondiale de l'eau, Salifou Cissé et Aura Biokou, tous du département de l'eau, donnent des clarifications aux professionnels des médias ici présents sur les enjeux, défis et perspectives des eaux usées domestiques au Bénin. Au niveau des hôpitaux, vous avez également de l'eau qui est utilisée pour
nettoyer tout ce qui est rejeté au niveau des hôpitaux. On les appelle les eaux usées hospitalières. Et là aussi, la composition est différente des deux premières catégories. Parce que tous les organes qui sont rejetés, tous les produits qui sont rejetés ne sont pas de la même qualité que ceux que nous avons dans les maisons. Alors, pourquoi insister sur ce thème? C'est ça, au fait. Insister pour savoir que lorsque... Bon, j'ai peut-être oublié aussi une autre catégorie, les eaux usées industrielles. Vous allez dire, mais on n'a pas beaucoup d'industries, mais on en a quelques-unes. La Sobebra, par exemple, utilise de l'eau dans la brasserie. Et comment on appelle? La société sucrière de Savère exploite de l'eau, mais qui est rejetée. Alors, si ces eaux ne sont pas traitées et si on les jetait dans la nature, M. Cissé l'a dit tout à l'heure, ça cause des problèmes de santé publique. Il en découle que la bonne gestion de ces eaux usées vise les objectifs de protection sanitaire et environnementale de la population si seulement celles-ci prennent quelques précautions. Il faut accompagner donc la population pour que la population comprenne que ce sont des mauvaises pratiques que de rejeter l'eau dans la nature sans un traitement de cette eau usée. C'est des choses que nous devons commencer par faire ressortir. Commencer par informer les uns et les autres. Commencer par leur dire le danger que nous courons, le danger public, de santé publique que nous courons, si nous continuons toujours par faire donc, pas nous débarrasser des eaux usées de cette manière. Les insuffisances et recommandations de la Société nationale des eaux du Bénin font partie du test de loi en examen ce jour à l'Assemblée nationale pour assainir le secteur de l'eau. The Hunger Project Bénin célèbre 20 ans de contribution à la lutte contre la faim et la pauvreté en milieu rural au Bénin. Cette célébration axée sur les thèmes développement centré sur le genre a connu la présence de Adjat Matisse, ministre de la fonction publique et des affaires sociales. Nous sommes ici pour reconnaître et saluer tout ce qui a été fait en 20 ans sur une génération, mais plus encore pour soutenir la dynamique tournée vers le futur. L'organisation d'une plateforme d'engagement centrée sur le genre et pilotée par les communautés à la base. A priori, on peut se poser la question de savoir si une telle plateforme ne serait pas de trop dans le dispositif en place et qui comporte déjà des points focaux genre dans les départements ministériels et institutions de l'État, aussi bien du secteur privé comme public, œuvrant pour l'égalité des sexes. Dans ma compréhension, la question ici est d'aller au-delà des structures existantes, au-delà des clichés qui nous donnent bonne conscience que nous prenons en compte la question du genre, d'interpeller notre conscience et de voir de façon critique à quel point nous portons en pratique nos discours. Il s'agit de travailler à construire un cadre inclusif et participatif de redevabilité autour du genre. Ceci peut mieux se réaliser dans une dynamique de communauté de pratique qui s'est davantage portée par un mouvement qui prendra en compte non seulement les réalités locales et nationales, mais aussi celles au plan régional et international. Il s'agit donc d'aller du discours aux actions en faveur de l'autonomisation de la femme. Ceci nous paraît une question fondamentale qui vient dans le continuum des messages de la célébration du 8 mars. Aussi, notre appréciation et notre soutien au mouvement de développement centré sur le genre et piloté par les communautés tiennent-ils surtout au fait qu'ils trouvent une branche opérationnelle à The Hunger Project Bénin qui a initié un partenariat thématique visant à faciliter la convergence des réflexions et des actions des acteurs qui focalisent leurs interventions sur les mêmes thèmes. Je voudrais recommander que le mouvement développement centré sur le genre et piloté par les communautés trouve et diffuse des méthodes novatrices
pour faire dissiper le voile qui couvre la question du genre, qui, loin d'être un sujet à plaisanterie, comme c'est malheureusement parfois le cas, est un réel problème de société, de croissance économique et de développement. Je compte donc sur le génie de tous les acteurs qui veulent relever la femme et l'homme du niveau où ils se trouvent actuellement dans notre pays, afin que le Bénin soit révélé et rayonne pleinement dans le concert des nations. Parlons maintenant de la noix de kola qui est un fruit à plusieurs vertus en Afrique et plus particulièrement au Bénin. La noix de kola a la particularité d'être amère et âpre au goût. Suivez dans ce reportage sa commercialisation, ses lieux de provenance et son rapport avec la tradition béninoise. La noix de kola est utilisée en Afrique et surtout au Bénin depuis des milliers d'années. Mastiquer la noix fraîche permet de limiter la fatigue. Elle est également connue pour son action aphrodisiaque. On peut retrouver la noix de kola sous différentes couleurs et tailles. Au Bénin, plus précisément à Djegunlé, dans le grand marché de Dantokba, les prix de la noix de kola varient selon la saison. Bali me desu de eno tron awoni desu glo atiton ni evia ki yo mi no ka bono 65000 ne ya ne kala de po mi no bono 25000 bono 27000 ni evia ki yo basi aton anda de no ati po me boni mi ho 65000 mi desu mi na sa 17000 alo mi na sa 18000 ne ka po mi no sa 15000 basi bono sa 12000. Issue d'un arbre appelé le colatier, la noix de kola est d'une importance chez chaque ethnie. En ces temps qui courent, la mévente est monnaie courante chez les vendeuses de noix de kola. Ni ade ba gros basi aloko dion e non blo 2 semaines tu non vo nsi sa de ya mi wa yone o azanta ton gbe ni mi je ban vino ton gros e mi do no be vino ton tron non de sur non zan vodu sur non zan e non na vodu e ton doué. Malgré sa teneur en caféine, la noix de kola n'est pas une substance anodine. Elle doit être consommée avec la plus grande précaution parce qu'elle peut provoquer des effets indésirables, crampes musculaires, insomnie, hypertension artérielle, maux de tête, pour ne citer que cela. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours connectés sur les www.ezaitv.com et retrouvez demain l'émission Info Hebdo avec Abdelkader Achiro.